Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la grande histoire des processeurs x86, ceux qui équipent nos chers ordinateurs modernes. Dans la première partie, nous avons vu les débuts de la guerre opposant les deux fondeurs californiens, AMD et Intel, et nous sommes restés sur la sortie de l'Athlon d'AMD qui a mis à mal l'hégémonie d'Intel. Face à cette déferlante, Intel dévoile son Pentium 4 en 2000 et compte sur son nouveau jeu d'instruction SSE 2 puis SSE 3 afin de renouer avec son image de leader technologique. Cadencé de 1,3 à 3,8 GHz et embarquant de 42 à 188 millions de transistors à la fin de leur carrière en 2008, ces processeurs ne sont toutefois pas exempts de tout défaut. Dans un souci de compatibilité descendante, Intel a trop complexifié son processeur qui devient alors à peine plus puissant que la génération précédente dans certains cas de figure. De plus, les modèles AMD le surpassent dans de nombreux benchmarks, ce qui n'arrange pas les affaires du fondeur californien. Il est toutefois à noter que les Pentium 4 sont les premiers processeurs à introduire la technologie hyperthreading qui permet l'exécution en parallèle d'instructions au sein de cœurs logiques, ce qui va devenir la norme et l'est encore de nos jours. Les familles de Pentium 4 sont Willamette, Northwood, Pentium 4M, Mobile Pentium 4, Galatine, Prescott et Cedar Mill. En 2001, AMD enfonce le clou avec ses Athlon XP, 20% moins gourmands et 10% plus rapides que les premiers Athlon sortis seulement l'année précédente. Ces processeurs sont aussi les premiers à supporter le multiprocesseur. Embarquant les technologies MMX, SSE et 3D Now professionnelles, cette génération avait tout pour séduire les développeurs et les joueurs. Il faut aussi noter l'offensive d'AMD en entrée de gamme dès l'année 2000 avec ses gammes Duron puis Sempron destinées à attaquer frontalement Intel avec ses Celeron. Pour réduire le coût de ces processeurs low-cost, AMD a réduit les caches de niveau 1 et 2, les faisant même passer en dessous de son concurrent Celeron. En conséquence, ces processeurs étaient certes très bon marché, mais aussi bien moins puissants. En 2003, Intel se concentre sur le marché des ordinateurs portables en sortant le Pentium M. Sans réelle concurrence de la part d'AMD sur ce segment, Intel a le champ libre et propose donc des processeurs à la consommation énergétique réduite, mais sans réelle avancée technologique. Les deux familles de Pentium M sont nommées Banias et Dotan. Cette même année 2003, AMD dégaine une nouvelle fois un processeur qui restera dans les mémoires, l'Athlon 64. Il est le troisième de la lignée des Athlon et, comme son nom l'indique, est le premier processeur grand public à intégrer une architecture 64 bits, même s'il reste compatible avec les jeux d'instruction 32 bits. Gravé en 130 nanomètres à ses débuts et cadencé à 1 GHz, il est en concurrence directe avec les dernières versions de Pentium 4. D'abord décliné en simple cœur, il sera suivi d'une version double cœur en 2006 nommée Athlon 64 X2. Excellent dans tous les domaines, ce processeur aura marqué les esprits au début des années 2000. Décidément sur tous les fronts, AMD se lance à son tour sur le marché des ordinateurs portables avec le Thurion 64 en 2003. Comme pour le Pentium M, il s'agit de processeurs à faible consommation énergétique. Les Thurion embarquent aussi la technologie PowerNow permettant d'économiser la batterie de l'ordinateur. Ces processeurs seront ensuite déclinés sous les appellations Thurion 64 X2 et Thurion X2 Ultra. Devant ce raz-de-marée AMD, Intel n'a pas d'autre choix que de réagir et sort le Pentium D. Il est composé de deux cœurs de Pentium 4 de la génération Prescott, juxtaposés, d'où son nom D comme double processeur. Très performant sur les applications optimisées pour tirer parti des deux cœurs simultanément, Intel revient par la même occasion dans la course à la puissance. Avec ses 230 millions de transistors et sa cadence de 3,2 GHz, il ne manque pas de souffle. A contrario, le Celeron D, sorti en 2004, n'est pas, comme son nom pourrait l'indiquer, un processeur double corps. Il s'agit simplement de la nouvelle génération de processeurs low-cost, basé lui aussi sur le Pentium 4 Prescott. Ah, le marketing, c'est tout un art. En 2006, Intel sort une toute nouvelle génération de processeurs sous la dénomination Intel Core. Cette famille de processeurs se caractérise par des consommations énergétiques moins grandes que la génération des Pentium 4, grâce à des fréquences réduites. Les performances sont toutefois bien au rendez-vous grâce à l'augmentation des mémoires de cache de niveau 1 et 2, et à la multiplication des cœurs physiques. Les processeurs Core sont aussi les premiers à introduire la technologie de virtualisation. Le premier modèle de cette famille est le Core 2 Duo, apparu en 2006. Gravé en 65 nanomètres et malgré une vitesse de seulement 1,2 GHz, il est 40% plus performant qu'un Pentium D, tout en consommant 40% d'énergie en moins. Intel va par la suite développer et faire évoluer son concept au cours des différentes déclinaisons et passera notamment à une finesse de gravure en 45 nanomètres pour les derniers modèles de Core 2 en 2007, qui atteindront par la même occasion une fréquence de 3,5 GHz.
De même, le Core 2 Quad, embarquant 4 cœurs, repousse un peu plus les limites techniques et ouvrira la porte à une nouvelle génération de processeurs moins rapides, mais dotés de nombreux cœurs physiques. Les différentes familles de Core 2 pour les ordinateurs de bureau sont Conroe, Allendale, Wolfdale, Kensfield et Yorkfield. Pour les portables, il s'agit des familles Merom et Penryn. En 2007, AMD sort la seconde édition de ses processeurs phares, le Thorion 2 pour les ordinateurs portables et l'Athlon 2 pour l'entrée et le moyen de gamme. Et enfin le Phenom tout en haut de l'échelle. C'est dans la mode des processeurs multicore, les Athlon et Phenom sortiront tour à tour en double cœur, puis triple et enfin quadruple à la fin de leur carrière. Dans l'air du temps, certes, mais dominé de la tête et des épaules par Intel avec ses Core 2 bien plus aboutis. En 2008, c'est l'année de sortie de l'Intel Atom, destiné à équiper les Netop et les Netbook, très en vue à cette période. Grâce à leur très faible empreinte énergétique, ces processeurs donnaient aux ordinateurs plusieurs heures d'autonomie, bien souvent au détriment de la puissance. Avec une vitesse de 600 MHz pour les premiers modèles ainsi qu'un faible niveau de cache, il ne fallait pas s'attendre à une puissance démentielle. Par contre, 2008 c'est aussi l'année de la sortie du tout nouveau Core i7, qui sera décliné en Core i5 en 2009, puis en Core i3 en 2010. Toutes ces appellations qui courent encore de nos jours. La sortie de la série des Core i7 relaye les Pentium en entrée de gamme et les Xeon pour les serveurs et les stations de travail. Initialement gravé en 45 nanomètres sous le nom de Bloomfield et cadencé aux environs de 3 GHz selon les modèles, le Core i7 embarque la bagatelle de 731 millions de transistors. Loin d'être économique, celui-ci fonctionne sur un TDP de 130 watts. Cette surconsommation sera fortement réduite lors des générations suivantes grâce à des finesses de gravure de plus en plus petites. Les Core i5 puis Core i3, dérivés de ce fer de lance, seront dépourvus d'hyperthreading ou minorés en mémoire cache afin de diminuer leur prix. Pendant ce temps-là, AMD voit ses parts de marché s'écrouler et regarde la vague Core i7, i5 et i3 avec pessimisme. Cependant en 2010, le fondeur de Sunnyvale sort sa 15e série de processeurs AMD FX sous le nom de code Bulldozer. Dotés d'une finesse de gravure en 32 nanomètres, ils ne sont pas pour autant économiques avec un TDP de 125 watts. Cependant les processeurs sont entièrement nouveaux et non dérivés d'un modèle existant comme ce fut le cas depuis 2003. Il en résulte une architecture singulière avec quelques nouveautés techniques comme le Clustered Multithreading qui permet à un processus d'utiliser les fonctions de plusieurs cœurs simultanément. Cette gamme de processeurs est déclinée en version serveur sous le nom Opteron. Dans les tests de performance, cette gamme de processeurs n'est pas à la fête. Aussi intéressantes soient les améliorations techniques, celles-ci ne seront exploitées sous Windows qu'à l'occasion d'un patch spécifique sorti en 2012, soit 2 ans après la commercialisation initiale de la série FX. En 2011, Intel continue son offensive et passe à la seconde génération de ses cores avec le Sandy Bridge. Dans la continuité de la précédente génération, cette évolution apporte le support des bi- et quad-processeurs avec une finesse de gravure de 32 nanomètres, permettant ainsi de diminuer un peu la consommation énergétique. À partir de 2012, une ultime évolution du Sandy Bridge, nommée Ivy Bridge, apporte la gravure en 22 nanomètres. En 2013, AMD est toujours à la peine, mais sort tout de même sa 16e génération sous le nom de code Jaguar. Ces processeurs implémentent quelques nouveautés comme une gestion des priorités multitâches améliorée, mais ne seront pas des succès commerciaux. Toutefois, AMD a décroché le juteux marché des consoles de salon avec l'équipement simultané des PlayStation 4 et Xbox One. Avec 116 millions d'unités vendues pour la première et 46 millions pour la seconde, ce n'est déjà pas si mal pour un fondeur dont les ventes sont en berne. Par la suite, Intel a décliné, tel un métronome, une génération de processeurs par an. Les Haswell et Broadwell en 2013 et 2014, dont la finesse de gravure atteint les 22 puis 14 nanomètres, les Skylake et Kaby Lake en 2015 et 2016, toujours gravés en 14 nanomètres mais dont la consommation reste contenue. En 2018, la génération Cannon Lake introduit une finesse de gravure de 10 nanomètres qui permet l'implantation de 100 millions de transistors par millimètre carré. Après plusieurs années de traversée du désert, AMD sort enfin de l'ombre en 2017 avec une toute nouvelle série de processeurs, les Ryzen. Dotés d'une finesse de gravure de 14 nanomètres à leur début, ces processeurs embarquent entre 8 et 16 cœurs. AMD est pour cela parti d'une feuille blanche et a totalement revu l'architecture de ses puces. Basés sur la nouvelle architecture Zen, ces processeurs sont 50% plus rapides que la génération précédente et embarquent les mêmes jeux d'instructions qu'Intel, mais optimisés. Parfaitement designés pour leur époque et moins chers que les puces Intel, qui commençaient à prendre la grosse tête, ces processeurs n'ont cessé de prendre des parts de marché au fil des années, au point de faire vaciller l'hégémonie d'Intel.
Comme on peut le voir sur ce graphique, alors qu'AMD vivotait jusqu'en 2017, l'arrivée des Ryzen a totalement bouleversé l'échiquier. Depuis 2018, AMD se paye même le luxe de dépasser le fondeur historique de la tête et des épaules. Attention toutefois, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, car les estimations varient selon que l'on prenne en considération les serveurs et les ordinateurs portables ou non. Depuis 2017, Intel enchaîne à nouveau les générations de processeurs avec le Coffee Lake, 8ème génération de la série Core, toujours gravé en 14 nanomètres, puis le Whiskey Lake en 2019 qui supporte nativement l'USB 3.1 Gen 2 et le Wi-Fi AC. En 2019, c'est au tour de la génération Ice Lake qui apporte la gravure en 10 nanomètres et une conception repensée de l'architecture. La 11e génération de Core, le Tiger Lake, qui sort en 2020, introduit le support du Thunderbolt 4, des processeurs graphiques Intel Xe et de la mémoire DDR5. Enfin, au moment où j'écris ces lignes, la dernière génération de puces Intel se nomme Alder Lake, qui a été introduite en 2021. Là où AMD est passé en 7 nanomètres, Intel plateforme à 10 et se contente de faire évoluer ses processeurs au plus près des différentes normes de mémoire et de puces graphiques Intel Xe. AMD annonce l'arrivée imminente de la série 7000 qui introduit le support de la mémoire DDR5 et surtout du PCI Express 5, tout cela sur un nouveau support de processeur AM5. La guerre entre AMD et Intel n'est pas prête de se terminer, avec de nouvelles générations en préparation chez les deux fondeurs, sans compter sur Apple qui se met lui aussi à développer des puces performantes, les M1 et dérivés, qui risquent bien de bouleverser le paysage dans quelques années. Au passage, au petit jeu du nombre de transistors par puce, c'est Apple qui gagne actuellement avec 114 milliards dans sa puce M1 Ultra. Quant à la finesse de gravure, l'usine TSMC annonce qu'elle sera en mesure de produire des processeurs avec une finesse de gravure de 2 nanomètres d'ici 2024 et 3 nanomètres dès 2023. Voilà, en tout cas j'espère que cette série de vidéos sur la grande histoire des processeurs x86 vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.